Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. Le Portugais est en visite d'État de 2 jours au Sénégal. Le président de Sousa a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall, avec qui il a eu en tête-à-tête. Marcelo Nuno Duarte Rebelo a été fait docteur honoris causa de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlerons des aspects de la coopération qui s'intensifie entre les deux pays. Et puis le président Macky Sall en convergence de vue avec le khalife général des Tidjanes sur plusieurs questions d'intérêt national. Abdelaziz Sy Al Amine et le chef de l'État ont entre autres évoqué le dialogue politique, la paix et la concorde au Sénégal. Encore des abris qui partent en flammes. Le site du Dakar de Médina Gounass a été la proie d'un incendie d'une rare violence. Désastre sur les lieux qui abritent l'événement religieux. Le point avec notre reporter Mamadou Samamboa. Tourisme durable, tourisme de masse, faites la différence. Ce soir, dans la série consacrée à ce secteur, nous revisitons ce concept qui prend en compte les questions économiques et environnementales. Incursion également dans les musées de Dakar. Une épidémie de méningite sévit dans la sous-région. La maladie est complexe et peut laisser plusieurs séquelles, dont la surdité. Ce soir, dans la rubrique santé, zoom sur une maladie infectieuse grave. Bonsoir à tous. Le président portugais est arrivé à Dakar en début d'après-midi pour une visite de 48 heures. Le président Marcelo de Sousa a été accueilli par le président Macky Sall. Après les honneurs militaires, les deux chefs d'État ont eu en tête-à-tête au salon d'honneur. Un point de presse est prévu ce soir au Palais de la République. Aboubakri Kane. C'est aux environs de 13 heures que le président de la République est arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Moins d'un quart d'heure plus tard, l'avion spécial du président portugais avait fini de s'immobiliser sur le tarmac de Dakar. Au bas du jet privé, le président Macky Sall venu accueillir son homologue Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Place ensuite aux honneurs. Les deux chefs d'État de passer par la suite en revue les détachements qui ont assuré les honneurs militaires. Commandant Sidi Touré, commandant le détachement commandant les honneurs, à vos ordres, Monsieur le Président. Sur place, les officiels ont également fait le déplacement pour saluer le président de Sousa. Président d'institutions, membres de gouvernement et autres personnalités du Sénégal et du Portugal étaient à l'accueil. Après cette présentation, les présidents Macky Sall et Marcelo de Sousa ont regagné le salon d'honneur pour un tête-à-tête. Un bref arrêt, après lequel le président de Sousa a quitté le pavillon présidentiel, direction un hôtel situé sur la corniche de Dakar. Le Sénégal et le Portugal, deux pays qui revendiquent des liens séculaires et une solide coopération, tant au plan politique, économique et juridique. Les deux pays ont signé beaucoup d'accords dans ces domaines, ce à la suite des différentes commissions mixtes et de la récente visite du président Macky Sall à Lisbonne. Revue de la coopération entre le Sénégal et le Portugal avec Aram Dawa. Entre le Portugal lusophone et le Sénégal francophone, même pas une barrière de langue. Le Sénégal siège depuis 2008 à la communauté des pays de langue portugaise. Un poste d'observateur signe que les deux pays en contact depuis le XVe siècle veulent renforcer leur coopération. Cette coopération est marquée au plan politique par une convergence de vues entre les deux États sur les dossiers internationaux. Au plan économique, beaucoup d'accords. Les entreprises portugaises sont présentes dans les secteurs de la réparation navale et des BTP au Sénégal. Le port de Dakar, le premier tronçon de l'autoroute à péage, l'axe Kaolack-Tambacounda, la piste principale de l'aéroport de Diass portent entre autres des empreintes portugaises. Entre les deux pays aussi, ça importe et exporte des produits halieutiques du Sénégal vers le Portugal, des matériaux de construction et produits industriels du Portugal vers le Sénégal.
Lisbonne-Dakar, l'axe est aussi fort de nombreux accords sur l'éducation, la culture, l'enseignement supérieur, les sports, la communication, une coopération dans un cadre juridique également densifié. Les deux pays ont supprimé le visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Ils se sont promis la protection réciproque des investissements. Le président Macky Sall, en visite au Portugal en 2015, scellait également une coopération en matière de gestion des transports et du développement des infrastructures. Les chantiers de coopération entre les deux pays sont vastes. Cette visite du président de Sousa au Sénégal est une autre opportunité de les explorer. La République du Portugal a été fait cet après-midi, docteur honoris causa, par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Marcelo Nuno Duarte de Sousa a remercié l'Assemblée de l'université pour ce grade de plus au niveau des universités. À l'occasion de la présentation de son texte, le professeur président a axé son discours sur l'Afrique et le Portugal. Cher Mamagaya. Un professeur des universités ne quitte jamais le monde universitaire. Le président de la République du Portugal est ainsi élevé au grade de docteur honoris causa. En occupant la fonction suprême dans son pays, le professeur président reçoit ici la distinction suprême de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici à la salle des cérémonies de l'UCAD II. Le président portugais, agrégé en droit en 1989 à l'université de Lisbonne, a fait un brillant parcours universitaire. À cette occasion, l'ombre du poète président Léopold Sédar Senghor a plané sur la cérémonie. Le président Léopold Sédar Senghor, qui était élevé même au grade du même titre par l'université de Coimbra au Portugal en 1976. Le recteur de l'UCAD, Ibrahima Thioub, historien de surcroît, est revenu sur la lusitanité de la négritude senghorienne. Les patronymes da Silva, Correa, Senghor, Mendy et Gomis résonnent naturellement de leur lusitanité non équivoque. Les vocables sangria, Chiave, Caldeira ont donné dans la quasi-totalité des langues de la Sénégambie les mots Sangara, Kiadi et Kaudi. La langue portugaise comporte certainement autant d'emprunts des langues sénégambiennes. En effet, la lusitanité de la négritude était le titre du discours de Senghor à Coimbra en 1976 au Portugal. En 2017, le président Duarte de Sousa a axé son discours sur l'Afrique et l'Europe, en appel à l'humanisme universel. C'est une façon de vivre la vie. De la vivre en dialogue, en ouverture. Pourquoi est-ce que le secrétaire général des Nations Unies est un Portugais, M. António Guterres? Pourquoi? C'est un symbole de cette ouverture, de cette compréhension. Et qui est-ce qui a soutenu sa candidature depuis le premier moment? L'Afrique. Les États membres des Nations Unies appartenant au continent africain. Et quand je parle de cet appel universel, je parle de ce monde. On a besoin de cette nouvelle éthique. Une nouvelle éthique dans la vie politique, dans l'action des pouvoirs publics, dans l'activité des entreprises, dans la structuration des sociétés contemporaines, dans le respect des droits sociaux. Un discours rythmé entre tradition et modernité, un paradigme d'actualité dans lequel l'homme d'État ne devra jamais trahir l'humaniste, un appel à l'universel, une nouvelle éthique qui protège ce lien ombilical de tradition et de modernité, car le titre de docteur honoris causa ne signifie pas un passé, mais aussi un air nouveau, une ambition nouvelle, incarnée ici par deux pays, le Sénégal et le Portugal. Direction le palais de la République pour retrouver Oumar Gningue et Pape Birame Ndiaye. Les deux chefs d'État portugais et sénégalais doivent tenir un point de presse. Bonsoir Pape Birame, bonsoir Oumar Gningue. Pape Birame.
Et bonsoir Ibrahim Djedjou. Ce sera dans quelques instants le point de presse que vont tenir le président Macky Sall et le professeur Marcelo Rebelo de Sousa. À l'instant, les deux chefs d'État sont en train de s'entretenir plutôt avec leurs délégations respectives. Auparavant, ils ont eu un tête-à-tête, un entretien dans lequel ils ont évoqué évidemment, Pabiram, les relations entre les deux pays. Donc, tout à l'heure, ils vont communiquer sur cet axe de coopération qu'ils vont renforcer. Certainement, Oumar Nying, dans quelques instants, les deux chefs d'État qui sont pour le moment en tête-à-tête avec les membres des deux délégations élargies vont s'adresser à la presse nationale et internationale pour justement camper les nouvelles bases d'une coopération économique et politique entre le Sénégal et le Portugal. Le président de Sousa est arrivé ici à 13h et il est passé par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un passage qui est devenu aujourd'hui incontournable pour les grands hommes d'État, les chefs d'État en visite officielle ici au Sénégal. Alors, à l'issue de cette conférence de presse, il y aura un banquet officiel offert par le président Macky Sall en l'honneur de son homologue, son hôte du jour, le président Sousa du Portugal. Vous avez fini de parler de la coopération économique parce qu'on le sait, entre le Sénégal et le Portugal, ce sont des liens de coopération, de partenariat très denses qui seront redynamisés à l'issue de la visite d'État du président de Sousa ici à Dakar. On parle des entreprises privées qui vont jouer un rôle important dans cette coopération avec des investissements qui vont s'accroître dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des BTP, dans le domaine du bâtiment et des industries également. Tout cela fait qu'aujourd'hui, le Sénégal et le Portugal ont de beaux jours devant eux. C'est ça, donc les deux pays, Ibrahim Djedjou, vont prendre appui sur les relations historiques pour relancer et intensifier leur coopération et ouvrir une nouvelle ère de coopération ou de partenariat gagnant-gagnant. C'est en tout cas l'objectif de cette visite d'État que le président portugais effectue chez nous depuis ce matin. Donc tout à l'heure, vous aurez les temps forts de ce point de presse et puis à l'instant, retenez que les deux chefs d'État sont en train de s'entretenir en compagnie de leurs délégations respectives. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour évidemment vivre ensemble les temps forts de ce point de presse. À suivre donc, merci. De courtoisie du chef de l'État au khalife général des Tidjanes, le président Macky Sall s'est rendu à la cité religieuse de Tivaouane pour rendre hommage à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et lui témoigner tout son soutien dans sa nouvelle mission en tant que khalife général des Tidjanes. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine s'est dit honoré par cette marque d'estime par Biram Bigueñaï. C'est la première visite de courtoisie du chef de l'État au tout nouveau khalife général des Tidjanes. Dans la ville sainte de Tivaouane, le président de la République Macky Sall est accueilli par la grande famille Sy, honoré de le recevoir à la résidence du khalife. Après avoir hérité du khalifa suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine reçoit le président Macky Sall dans ses appartements privés pour un premier tête-à-tête dans ses habits de khalife général des Tidjanes. À travers ce geste, le chef de l'État rend hommage à cet homme de Dieu multidimensionnel, véritable régulateur social. Le président Macky Sall a saisi cette occasion pour réaffirmer son soutien à la communauté tidjane. Il est venu solliciter les prières et conseils du khalife tout en réitérant son ouverture au dialogue pour préserver la paix et la concorde au Sénégal. Le président de la République a salué la posture de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui a lancé un appel à la paix et à la sérénité en invitant la classe politique à apaiser le climat social. Après avoir salué la démarche du chef de l'État, le khalife général des Tidjanes s'est dit honoré et très heureux de cet acte de haute portée symbolique. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine estime qu'il s'agit là d'une grande marque de considération à l'endroit de la famille de Seydi Hadj Malick Sy. Il a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a témoigné tout son soutien à la communauté tidjane lors des obsèques de feu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. La présence du président Macky Sall aux côtés de la famille Sy pendant le deuil
a été fortement salué. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a ensuite réitéré son engagement à toujours soutenir le président Macky Sall dans sa politique de développement et adhère à sa vision d'un Sénégal de paix et prospère. Après ce premier tête-à-tête, les deux hommes se sont entretenus à huis clos pour approfondir les échanges concernant la marche du pays, dont le seul but de préserver la paix au Sénégal, gage d'un pays résolument tourné vers l'émergence. Dans la foulée, le FMI salue les bonnes performances économiques du Sénégal et confirme la percée de notre pays dans le peloton de tête des économies africaines en pleine croissance. Le représentant du département Afrique du Fonds monétaire international s'est entretenu hier avec le chef de l'État dans l'optique de poursuivre le niveau d'évolution de la croissance. Ali Mansour répond aux questions de Pape Birame Ndiaye. Nous avons félicité le président pour son leadership économique en Afrique et pour ses efforts d'amélioration de la gouvernance économique. Nous avons discuté des progrès réels que le Sénégal a réalisés. Aujourd'hui, le Sénégal est parmi le petit peloton de pays africains qui sont toujours en train d'enregistrer une bonne performance économique. Et nous avons discuté des mesures et des réformes qu'il faudrait prendre pour s'assurer que le Sénégal puisse continuer à être un des leaders en Afrique. Le chemin a bien commencé, mais c'est un très long voyage. On est au premier pas. Évidemment, tout voyage doit commencer par les premiers pas. Les premiers pas ont été bien pris, mais c'est un long chemin. Comme vous savez, c'est un projet sur 20 ans. Alors, il faut continuer sur la bonne voie, continuer à améliorer la gouvernance économique, continuer à améliorer la gestion économique. Et je pense que le Sénégal y arrivera. Et puis le FMI salue le programme de bourse familiale initié par le gouvernement sénégalais pour la mission du FMI qui séjourne à Dakar. Les bourses de sécurité familiale sont un excellent moyen de soutenir la population. La mission du FMI a formulé des recommandations pour créer plus d'emplois dans le privé et mieux rationaliser les dépenses. Abibou Mbaye. Quand la porte du FMI s'ouvre pour le Sénégal, les bonnes notes sont distribuées sur la gestion économique et une croissance maîtrisée. La mission du FMI a passé en revue les performances du Sénégal. Le Sénégal a une santé économique excellente. Le Sénégal est parmi un petit peloton de pays africains qui, en dépit des problèmes qui secouent le continent, a atteint une bonne croissance, mais au-delà de la croissance, le budget se comporte bien. Les réformes des dernières années apportent des résultats. Plus de dépenses sur l'éducation, plus de dépenses sur la santé. Il y a des bons résultats sur lesquels construire. Pour le FMI, la croissance du Sénégal, au-dessus de 6% en 2 années consécutives, est tirée par l'investissement public. Il faut que le privé prenne le relais en créant plus d'emplois. Les bourses familiales sont un excellent moyen de soutenir ceux qui ont un besoin pendant une période de transition. Mais la solution à long terme, c'est comment créer des emplois rémunérateurs, surtout pour les jeunes. Et c'est sur ça que maintenant il faudrait qu'on mette de l'attention. Les efforts du gouvernement dans les dernières années ont amélioré la gouvernance économique, ont amélioré la gestion de l'économie. Maintenant, c'est une question pour s'assurer que la croissance qui commence est durable et partagée. C'est une question maintenant de voir comment créer l'espace pour que des PME puissent non seulement émerger, mais avoir une croissance afin de créer les emplois qui vont justement permettre aux gens de pêcher au lieu d'avoir des poissons. Si le programme des bourses familiales a séduit le FMI, l'institution n'a pas manqué de formuler des recommandations. On sent aussi un certain nombre de progrès dans les réformes structurelles, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine des finances publiques, où il y a quand même une amélioration de la transparence des données. Il faudrait les suivre, il faudrait s'assurer que les ressources de l'État sont de mieux en mieux utilisées pour pouvoir avoir le maximum d'efficacité sur la croissance économique. Une croissance économique considérée par le FMI comme un ticket pour ce long voyage vers l'émergence qui n'est qu'à ses débuts. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances au ministre Thierno Alassane Sall suite au rappel à Dieu de son père, un acte fortement salué par la famille qui s'est dit touchée par cette marque de considération. Pape Birame Ndiaye. Après avoir quitté Tivaouane dans la soirée, sur le chemin du retour,
Le chef de l'État s'est arrêté à Thiès pour présenter ses condoléances au ministre de l'Énergie. Thierno Alassane Sall a perdu son père mardi et la présence du président Macky Sall à ses côtés est réconfortante pour la famille. C'est parce que les liens entre le chef de l'État et le fils du défunt sont forts, des liens au-delà de l'espace gouvernemental tissés tout au long du parcours politique du président Macky Sall, dont la longue marche vers la magistrature suprême. Le chef de l'État a dit toute sa compassion à la famille de Thierno Alassane Sall. La famille qui s'est sentie profondément touchée par cette marque d'affection et d'estime du président Macky Sall. Et c'est dans la soirée que la prière mortuaire a été effectuée. Et tous ont prié pour le repos éternel de l'âme du défunt. Un incendie d'une rare violence s'est produit cet après-midi au Daka de Médina Gounass. Une grande partie des abris est partie en flammes. Nous retrouvons sur place Mamadou Sambomo qui nous faisait l'état des lieux depuis justement le début de ce ravage. Vous avez parfaitement raison, le Daka de Médina Gounass a vécu cet après-midi une situation assez dramatique. Et c'est aux environs de 16 h que ce feu-là s'est déclaré juste derrière moi. Nous sommes sur le flanc nord-est du Daka de Médina Gounass. Et le commandant des sapeurs-pompiers nous le disait hier déjà, avec le feu, le vent et la paille, on craignait l'incendie et ce que l'on craignait est arrivé justement ce mercredi. Nous l'avons vécu en direct. Avec le vent, le feu a quand même pris sur le plan vitesse le cap exponentiel, ce qui fait qu'en quelques minutes, le feu a gagné une grande partie du Daka de Médina Gounass. Il y a des victimes, nous ne savons pas combien sont-ils et qui sont-ils, mais ce qui est sûr et certain qu'il y a des victimes parce que ça fait longtemps que le Daka n'a pas vécu quand même un incendie aussi grand. Il y avait deux situations à gérer. D'abord, il faut circonscrire, ça c'est pour les sapeurs-pompiers et les secours d'urgence, plus également les pèlerins. Circonscrire d'abord le feu, mais également gérer une situation de panique, car comme vous le voyez, chaque moto, chaque véhicule et chaque pèlerin voulait très rapidement sortir du Daka de Médina Gounass pour ne pas tomber dans le piège du brasier. Voilà un peu la situation. Certainement, les services techniques concernés sont en train de faire le travail d'enquête. Nous y reviendrons, mais la situation a été quand même assez difficile cet après-midi au Daka de Médina Gounass. Alors, justement, Mamadou Sambomo va revenir sur tout cela. Nous parlons du tourisme durable. À quoi renvoie cette notion? Différent du tourisme de masse, l'activité prend en charge des impacts sociaux et environnementaux actuels et futurs. Il intègre deux facteurs, indiquent les spécialistes, le microtourisme et les zones intégrées. Les détails dans ce reportage de Hadi Kamara. Le parc zoologique de Han est un exemple type de tourisme durable. Il y a de la faune avec une variété d'animaux, de la flore avec plusieurs catégories végétales, mais aussi les touristes qui viennent visiter ainsi que les populations qui en tirent profit autour d'activités comme le petit commerce ou la restauration. Quand on parle de tourisme durable, ça se fait effectivement dans les aires protégées comme on les appelle. Et le pourquoi de la création de ces aires, il y a deux concepts fondamentaux. Un, c'est le développement des activités touristiques. Et le deuxième aspect important, c'est la conservation de la biodiversité. Ça nous permet quand même de concevoir, dans le cadre du développement du tourisme durable, les emplois verts dans le parc. Là, nous reviendrons justement sur ce sujet de Hadi Kamara, direction du Palais de la République, où les deux chefs d'État, portugais et sénégalais, vont s'adresser à la presse nationale et internationale. Le président portugais qui effectue depuis ce matin une visite d'État au Sénégal, Biram Oumar Gningue, bonsoir. Oui, rebonsoir. Audible, nous allons voir tout cela. Voilà. Comme vous l'avez dit dans quelques instants, les deux chefs d'État vont s'adresser à la presse pour évidemment revenir sur cet axe de coopération entre le Sénégal et le Portugal à la faveur de cette visite d'État qu'effectue le président de Sousa ici au Sénégal depuis ce matin. Donc la presse est en train donc de s'affairer, de se préparer pour accueillir donc les deux chefs d'État. Vous voyez les pupitres sur ces images
derrière lesquels il y a les drapeaux des deux pays, Pape Biram. Donc dans quelques instants, ce sera un grand moment de communication des deux chefs d'État sur donc, la coopération bilatérale. Et oui, les caméras sont braquées sur les deux pupitres qui vont recevoir dans quelques instants les deux chefs d'État, le président Macky Sall et son homologue, le président de Sousa, pour une conférence de presse conjointe pour parler de ces axes de coopération qui vont être noués entre les deux pays. C'est bien évidemment l'arrivée des deux chefs d'État pour s'installer et faire face à la presse nationale et internationale dans un tout petit instant. Bonsoir à tous. Priorité au direct et on va écouter Monsieur le chef de l'État, le président Macky Sall. Je voudrais vous réitérer mes souhaits de bienvenue à vous et à votre délégation et vous redire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir ici à Dakar. Je tiens également à vous féliciter, Monsieur le Président, chaleureusement pour le titre de docteur honoris causa de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar vient de vous décerner. L'Université Cheikh Anta Diop, qui porte le nom d'un éminent égyptologue et panafricaniste sénégalais. Cette université a été créée en février 1957, mais sa gestation remonte à 1918 avec la création d'une école africaine de médecine, première amorce d'un enseignement supérieur en Afrique francophone. Plusieurs générations de Sénégalais, dont la mienne, y ont fait leurs humanités. Je signale que le président de Sousa est un éminent professeur spécialiste du droit constitutionnel et du droit administratif. Je viens de m'entretenir avec lui en compagnie de nos délégations respectives dans le cadre de la visite qu'il effectue aujourd'hui et demain au Sénégal. Et cette visite, après celle que moi-même j'ai effectuée au Portugal en septembre 2015, illustre notre volonté commune, forte, de consolider et d'élargir les relations d'amitié et de coopération qui unissent de longue date nos deux pays. Et parler au Sénégal. Et notre pays est membre observateur de la communauté des pays de langue portugaise depuis 2008. Nous avons développé au fil des années une coopération marquée par la présence au Sénégal d'entreprises portugaises de renommée, notamment dans les domaines des infrastructures, de la construction et de la marine marchande, pour ne citer que cela. Mais nous voulons faire encore plus et mieux en tirant avantage de nos affinités linguistiques et de notre voisinage. Nous voulons intensifier nos relations en matière de commerce, d'investissement et de partenariat pour la réalisation de projets d'intérêt commun. Et je voudrais rappeler qu'un cadre de coopération très élargi a été développé ces dernières années avec plusieurs conventions, notamment celle qui évite la double imposition, ainsi que celle qui prévient contre l'évasion fiscale et aussi en matière d'impôt sur le revenu. Bref, c'est dans ce cadre que j'invite nos deux secteurs privés à explorer toutes les opportunités qu'offre le plan Sénégal émergent, surtout dans sa dimension partenariat public-privé. Alors nous avons, avec M. le Président, évoqué également la perspective du chemin de fer et je pense que nous allons voir dans quelle mesure les entreprises portugaises, l'administration sénégalaise et notre secteur privé pourraient travailler ensemble avec le soutien des deux gouvernements pour développer des projets de cette nature. Voilà de façon synthétique
Ce que je voulais dire en rappelant également un sujet essentiel qui touche à la sécurité dans la zone du Sahel, mais aussi dans la zone du golfe de Guinée, zone dans laquelle le Portugal intervient aux côtés des Africains. Et la question des migrations a également été au menu de nos discussions. J'ai pu féliciter encore une fois le Portugal pour nous avoir donné un secrétaire général des Nations Unies aussi dynamique que M. Antonio Guterres, et le Sénégal l'a soutenu. Et je voudrais donc encore une fois, Monsieur le Président, vous dire merci pour cette visite. Bienvenue au pays de la Teranga et je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président, de votre invitation. Si amicale, si fraternelle. On se souvient au Portugal de votre visite de septembre 2015, qui a été l'ouverture d'un chapitre très important dans nos rapports bilatéraux. Mais aujourd'hui, il s'agit de plus, beaucoup plus, d'une alliance stratégique. Cette alliance stratégique pense au monde. C'est pourquoi je vous félicite aussi, Monsieur le Président, par le choix et le soutien à la candidature du secrétaire général Antonio Guterres. Ce n'est pas un choix portugais, c'est un choix universel et c'est aussi un bon choix pour l'Afrique et pour le Sénégal. D'autre part, on est des alliés stratégiques concernant les rapports entre l'Europe et l'Afrique, dans des dossiers aussi importants que les migrations. Car on ne peut pas résoudre les problèmes de migration sans le développement économique, social, culturel, le renforcement de la paix, la stabilisation politique en Afrique. On travaille ensemble au Golfe de Guinée. Et là, il y a une alliance stratégique, politique et militaire, comme d'ailleurs au Mali. On y est ensemble. Et vous savez, comme c'est très important, cette vision multilatérale dans le domaine des rapports entre Européens et Africains. Mais surtout, nous sommes alliés stratégiques dans le monde de la lusophonie. Vous êtes membre observateur de la CPLP, mais quel observateur? Avec 40 000 enfants parlant le portugais. C'est un exemple. Quand on pense aux membres associés, c'est un exemple, celui du Sénégal, qui est facile à entendre et à comprendre car découle de racines qui sont lointaines et d'une option du présent pensant à l'avenir. Car il s'agit de jeunes enfants. Et la lusophonie, car vous êtes un pays lusophone, j'ai même pour un moment pensé que je devrais parler ici le portugais. Je serais aisément compris par plusieurs de vos compatriotes. Ça représente une alliance stratégique, pas seulement politique, militaire ou même économique, mais culturelle. Et ces alliances-là, elles durent très très longtemps. D'autre part, il y a les rapports bilatéraux dans le domaine économique. Et là aussi, un nouveau chapitre s'est ouvert. Il y a des entreprises portugaises qui sont ici, au Sénégal, et qui travaillent, et qui veulent investir plus, beaucoup plus. Et on compte sur vous, comme vous pouvez aussi compter sur nous. Car on a tant de choses à faire ensemble dans des domaines qui complètent l'alliance stratégique concernant l'Atlantique Sud, qui n'est pas séparée de l'Atlantique Nord, et même de la lutte contre le terrorisme. Ces différents piliers ont une logique commune. Aujourd'hui, il n'y a pas une politique externe économique, une politique externe sociale, militaire ou culturelle. Il n'y a qu'une politique externe et des alliances stratégiques qui sont globales. C'est pourquoi je suis si heureux de pouvoir partager avec vous ici à Dakar
l'honneur de cette visite. Et permettez-moi d'ajouter l'honneur du doctorat honoris causa. Dans une cérémonie qui a été vraiment très touchante, mais beaucoup plus touchante a été la manifestation d'1,5 million ou 2 millions d'étudiants, beaucoup d'entre eux parlant le portugais et me disant en portugais ce qui était dans leur âme. Et ça, c'est très nouveau pour moi et très touchant, au nom de tous les Portugais. Merci beaucoup. Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs les membres de la presse. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, c'est Abdou Karim Diarra. Je suis journaliste, rédacteur en chef Le Témoin. La question s'adresse à vous deux. En septembre 2015, vous avez fait une visite officielle au Portugal avec la signature de plusieurs accords sur le domaine des infrastructures, le domaine des transports et dans d'autres domaines. Je voulais vraiment, s'il est possible, d'arriver à une synthèse de ce qui a été fait pas entre les deux pays en termes de projets réalisés de 2015 jusqu'à aujourd'hui. La seconde question s'adresse peut-être au président portugais. C'est vrai, le Portugal a une relation séculaire avec le continent africain. Et aujourd'hui, même pas 2 ans, vous venez visiter le Sénégal. Est-ce à dire que le modèle de développement ou le modèle de démocratie sénégalais, au-delà des aspects culturels que nous lient, c'est un modèle dont vous avez, qui vous fait un plaisir, mais surtout que vous voulez que ce modèle soit un modèle, une porte d'entrée pour le Portugal dans le continent africain. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Diarra. Alors, je voudrais dire que c'est une question qui devrait s'adresser plus au gouvernement qu'au chef d'État, puisque vous nous demandez un peu de faire le bilan exhaustif et concret de cette coopération pendant ces 2 dernières années. Ce que je peux vous dire, c'est que le cadre de coopération a été élargi. Et d'ailleurs, avant la fin 2017, les 2 ministres des Affaires étrangères vont présider la grande commission mixte entre les 2 pays. Mais déjà, les secteurs privés travaillent au quotidien. Et nous avons des échanges qui sont en augmentation. Comme je vous l'ai dit, le Sénégal importe beaucoup de matériaux de construction, mais aussi des produits manufacturés, de la machinerie. Et nous exportons des productions halieutiques. Nous-mêmes, nous essayons de diversifier nos exportations vers le Portugal et vice-versa. Là, nous voulons travailler maintenant dans le domaine de l'investissement et dans le domaine des partenariats publics-privés, où plusieurs secteurs ont été ciblés, notamment le secteur de l'énergie, le secteur des télécommunications, même de l'espace. Quand on parle de l'espace, on pense aux satellites dans les domaines de la télécommunication ou alors de l'application dans des secteurs comme l'agriculture. Donc je veux vous dire simplement que la coopération est bonne, elle se porte bien, elle se développe, elle se diversifie. Alors pour le reste, nos ministères du Commerce peuvent donner les chiffres exacts des échanges, ou en tout cas l'APIX qui est en charge de la promotion des investissements pourra vous donner des chiffres si vous le désirez. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, j'ajouterai quelque chose à votre réponse. Comme tout dans la vie, il y a 2 phases. La première phase, c'est la phase des cadres juridiques, des accords internationaux. La deuxième phase, c'est des projets concrets. Alors, on a commencé par le début. Et Monsieur le Président a mentionné différents accords très importants qui ont été signés. On est entré maintenant dans une deuxième phase. C'est la phase des projets. Des projets dans l'espace, dans la mer, dans les océans, dans l'industrie, dans la coopération commerciale, dans le digital. Et ça va s'élargir. Et tout ça est très récent, mais va très vite. Absolument. Deuxième question, vous avez raison, le modèle sénégalais est singulier. Il est singulier en Afrique et dans le monde.
Parce que d'une part, c'est un modèle d'équilibre entre le développement économique et la stabilité politique. Dans une situation de paix, de sécurité, mais en même temps d'ouverture au monde. Et là, je l'ai dit aujourd'hui à l'université, on est à peu près semblables. Ça veut dire les Portugais et les Sénégalais. On est des peuples, des nations et des États ouverts au monde, aux régions où nous sommes, au continent où nous sommes dans une certaine mesure, mais pensons à tout le monde, dans une vision humaniste. Penser à la situation de l'Atlantique, c'est penser à différents continents. Ce n'est pas juste le continent africain ou européen, ce sont les Amériques. C'est l'équilibre et la sécurité et la construction de la paix. Et ce modèle, c'est un modèle singulier. Et c'est pourquoi c'est un bon exemple à connaître et que nous accompagnons de très près avec une amitié fraternelle. Boa noite, Inês de Lima, da agência Lusa. Eu gostaria de perguntar aos dois presidentes qual é a solução, no vosso entender, para desbloquear o atual impasse institucional na Guiné-Bissau e, mais concretamente, se defende a antecipação para este ano das eleições legislativas que estão previstas para 2018. Comment vous voyez les élections législatives prévues en 2018? Voulez-vous que je commence? Oui, Monsieur le Président. Alors, je commence en disant deux choses. Remercions la question. L'agence Notice Lusa. Première chose, c'est que il y a un accord. Il y a un accord qui a été signé. Et signé par tout le monde qui était vraiment essentiel à Guinée-Bissau, mais aussi adopté par les partenaires internationaux. Ça veut dire qu'il faut bien appliquer cet accord. C'est difficile, bien sûr, sinon on n'aurait pas d'accord. Il faut essayer de l'appliquer avec patience, avec négociation, avec dialogue. Parce que tout accord exige un dialogue, une compréhension mutuelle. D'autre part, bien sûr, pour nous, c'est très important que la communauté internationale n'adopte jamais une position d'indifférence. Alors la présence de la communauté internationale est aussi un effort, une contribution positive pour la stabilité, le développement politique, économique et social de ce pays, qui est un pays frère au sein de la CPLP, et qui est aussi un pays qui a des affinités électives avec le Sénégal qui sont très très bien connues. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire sur la Guinée-Bissau, c'est que, comme l'a rappelé le président du Portugal, la Guinée-Bissau pour nous est un pays voisin, dans une frontière commune, nous avons des liens historiques, de parenté et des liens géographiques qui font que forcément ce qui se passe en Guinée-Bissau ne peut pas nous être indifférent. En plus, nous partageons l'espace de la CEDEAO, de l'UMOA ainsi que de la CPLP. Nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis de la Guinée-Bissau, tout en respectant fondamentalement sa souveraineté. Et la situation est difficile, M. le Président l'a rappelé, et le rôle du Sénégal a toujours été d'essayer d'apporter une contribution à la recherche de solutions consensuelles. L'accord de Conakry a été obtenu avec beaucoup de difficultés. Une bonne partie a été mise en œuvre. Il reste des aspects qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Nous espérons qu'avec la contribution de tout le monde, nous pourrons arriver à amener le président de la République et le PAIGC et le Parlement à trouver le consensus qui va apporter le sursaut national en Guinée-Bissau pour éviter d'arriver à des solutions difficiles, en tout cas plus difficiles encore. Nous avons bon espoir que
Évidemment, la diplomatie ne se traite pas devant la presse, mais nous avons bon espoir que les gens sauront tenir compte des conseils qui leur sont donnés dans l'intérêt exclusif du peuple bissau-guinéen. Sr. Presidente, muito boa noite. António Vieira, TV. Ao fim da tarde, disse-nos algumas das ambições que tem para vous nous avez dit quelles sont vos ambitions pour cette visite. Ambicioso porque me falou vous avez parlé de la langue portugaise, de son importance. Pergunta depois desta reunião com o Sr. Presidente Macky Sall, avec le président Macky Sall, est-ce que vous sortez avec plus d'idées, plus de projets, avec plus de possibilités de mise en œuvre? E agradecia já agora se podia responder em português, que existe tradução para os colegas. Je vais répondre en portugais parce qu'il y a des traductions. Je vais répondre en portugais. Há muitos projetos que estão em curso. Il y a beaucoup de projets en cours. E outros vão arrancar. Et il y a d'autres projets. Naturalmente, o da língua é fundamental. Bien entendu, la langue est fondamentale. O que está a ser feito e o que pode ser feito. Ce qui est en train d'être fait et ce qui peut être fait. É preciso ir mais longe. Il faut aller plus loin. Il y a des conditions pour aller plus loin dans le cadre de l'échange culturel, technique. Et bien sûr, pour ce qui est des nouvelles technologie. C'est pourquoi j'ai parlé du numérique. Mas já foi aqui referido outro domínio, on a parlé d'un autre domaine qui est le domaine de l'espace. Em que o encontro entre os dois países pode, num quadro multilateral, ter efeitos dans un cadre multilatéral, avoir des effets. Há projetos económicos, uns em curso e outros podem arrancar. Il y a des efforts, il y a des projets qui peuvent être déclenchés. Il y a une acceptation de la part du Sénégal pour ce qui est de l'investissement portugais. Le Portugal est également intéressé à voir le Sénégal investir chez nous. Et il y a des projets stratégiques de collaboration qui sont très importants, qui sont importants pour la vie des personnes. Da paz no la Golfo da garantie de la paix dans le Golfe de Guinée est essentielle. Não apenas para essa área do Atlântico, mas para cette zone de l'Atlantique, mais pour tout l'Atlantique. Et quand je parle de paix, je parle de perturbação, des perturbations, daquilo que é essencial para, por exemplo, o fornecimento de energia, para a circulação marítima, la fourniture d'énergie, pour la circulation dans les mers, pour les relations commerciales, pour la stabilité politique dans cette zone. Quand on parle de la participation conjointe dans des projets des Nations Unies comme au Mali, nous pensons une contribution qui a à voir avec les migrations africaines vers l'Europe. Portanto, aquilo que parece como uma realidade muito política e que não tem a ver com a vida das pessoas, tem a aussi à voir avec la vie des gens, avec les économies de la société, avec les conséquences sociales liées à l'instabilité et à l'insécurité. Je suis à RFM Dakar. J'ai des questions pour le président de la République du Sénégal. Le président portugais qui publie dans Wikipédia la rémunération qu'il gagne, c'est-à-dire 6 523 €. Est-ce que le Sénégal, pour des questions de transparence aussi, peut s'inspirer de ces modèles? L'autre question, Monsieur le Président, au moment où nous sommes là, le Dakar de Médina est endeuillé, on parle de plus de 10 morts déjà. Quelles précautions le Président peut prendre pour éviter ce genre de sinistre? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, vous m'invitez à décliner le salaire du Président de la République du Sénégal. Vous ne serez pas surpris parce que, d'abord, c'est un salaire qui a été plafonné. Je rappelle qu'en 2012, lorsque j'ai été élu président de la République, j'ai pris un décret qui plafonnait l'ensemble des salaires au Sénégal et aucun de ces salaires ne dépassait 5 millions de francs CFA, ce qui est peut-être, je ne sais pas combien en euros, 7 500 €. Peut-être, c'est un peu plus que le salaire du président portugais, mais enfin, c'est pas... non seulement pour le président de la République, mais pour toutes les institutions et pour tous les directeurs généraux, en tout cas du secteur public. Aucun salaire au Sénégal, je le répète, depuis 2012, ne dépasse les 5 millions de francs CFA. Voilà. Je pense que nous avons déjà largement évoqué cette question et le décret a été même publié à l'époque. Donc nous n'avons pas de problème de transparence.
Je dois vous rappeler que depuis 2012, j'ai lancé une politique qui a beaucoup renforcé le code d'intégrité au Sénégal, puisque plusieurs lois ont été votées et mises en œuvre, dont d'ailleurs la loi portant déclaration de patrimoine pour l'ensemble des détenteurs de missions publiques qui gèrent des budgets supérieurs à 2 millions de dollars, c'est-à-dire 1 milliard de francs CFA. Et cela est en œuvre aujourd'hui. C'est la première fois que ça se passe au Sénégal. Et c'est la première fois aussi que le président de la République a fait sa déclaration de patrimoine. Même s'il y a eu beaucoup de fantasmes et beaucoup d'interprétations. Je crois que la déclaration a été publiée. Là aussi, elle était au Conseil constitutionnel. Ce sont des choses essentielles pour l'avenir de notre pays et pour notre démocratie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre et ce que nous voulons montrer en donnant cet exemple, c'est que dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, ça deviendra la norme pour quasiment tous les détenteurs de mandats publics. Et tout le monde saura que pour prendre un mandat, il faut s'attendre à rendre compte, il faut s'attendre à déclarer ses avoirs. Et vous savez que j'ai également mis en place un certain nombre d'instruments qui veillent sur la gouvernance. Nous avons la justice d'ailleurs, d'abord la justice qui a vu toutes les lois bloquées depuis 25 ans être adoptées sur le statut des magistrats, sur le Conseil supérieur de la magistrature et sur la loi organique portant sur la Cour suprême. La Cour des comptes a reçu également toutes les habilitations puisque un certain nombre de projets étaient bloqués à mon arrivée. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul problème qui permette à la Cour des comptes d'exercer pleinement ses missions pour asseoir une transparence dans la gestion des affaires publiques. Maintenant, c'est un exercice qui doit s'améliorer au quotidien. On ne peut pas dire qu'on a atteint le niveau maximal. La lutte pour la bonne gouvernance est une lutte continue, y compris dans les pays de démocratie avancée. Il n'y a pas qu'en Afrique où on a des problèmes de gouvernance, c'est partout dans le monde. Mais nous sommes engagés vraiment dans cette voie qui est difficile, mais qui est en tout cas qui avance très bien. J'ai saisi l'occasion, après l'incendie malheureux qui vient de se déclarer au Dakar de Médina Gounass, pour présenter mes condoléances attristées à la nation. On m'annonce qu'il y a, au moment où je parle, environ une dizaine de décès. Certainement des blessés aussi, peut-être que le bilan pourrait évoluer. Je voudrais dire que j'ai instruit le ministre de l'Intérieur qui sera sur place dès demain matin. Moi-même, dès vendredi, je serai à Médina Gounass. Et je rappelle les mesures préconisées et prises depuis 2012 pour lutter contre les incendies dans cette retraite spirituelle où les gens se retrouvent en pleine brousse avec de la paillote et aussi avec le feu. Cette cohabitation ne peut pas perdurer. Il nous faut prendre les mesures d'accompagnement nécessaires pour travailler avec la communauté elle-même en vue d'éviter vraiment ces accidents qui sont très malheureux. Je voudrais le dire en langue nationale, et wolof et en pulaar aussi, puisque nous parlons beaucoup de langues, Monsieur le Président. Je voudrais bien sûr souligner notre solidarité. Absolument. Venant de savoir cette tragédie, faire prendre conscience et connaissance de cette tragédie, notre solidarité et nos condoléances. Merci, Monsieur le Président. De la nation portugaise aussi. Merci beaucoup. Kon maa ngi profito ci ndaje mi pour di mettitlu lakk bi am ci Médina Gounass saa yu Dakar amee gouvernement bi dina jël matukaay yépp liggéey ci ak organisateurs yi waaye gis nañu ne ba tey conditions yi doyagul ba tax na léeg-léeg ay daay dina fa am ay lakk-lakk dina fa am lakk bu metti am na fa tey jii ci ngoon gi waxtu wi ñuy wax lu toll ci fukki nit déjà faatu nañu ci muy lu 10 muy lu tiis itam maa ngi indi njaalu Sénégal yëpp di ko jëmale ci
communauté bu Medina Gounass di ko jëmale ci xalif bi di Thierno Amadou Tidiane Ba ak mboolem communauté bi nga xam ne ñoo seq Dakar bi maa ngi fàttali it ne jëloon nañu déjà ay matukaay boo leen di xool bâche yi am na yu bees yu ñu indi ay bâche ignifuge bëggoon nañ ko généraliser bëggoon nañ sax def ay tabax kon daañu waxtaanaat ak suñu mbokk yi nekk ci Dakar bi ngir ñuy moytu ñax yi nga xam ne souvent mooy indi at mu nekk ay lakk-lakk yoo xam ne yu doy waar la kon ñu ngi jaale communauté bi di jaale Sénégal yëpp ministre de l'intérieur waxtu yu may wax mu ngi dem foofu man mi incha allah aljuma danaa fa yegg bandiraɓe Sénégal caggal cumu bangu hande e Dakar Medina Gounass addi sunare mawde e nder leydi ndi mboɗo dariɗo hande pour addude duwaw leydi ndi duwanade yaaɓeɓe yo Allah yurmoɓe yaafuɓe yo Allah harnuɓe aljanna gummino ko pour yaade yettude Allah jomiraɗo o julde e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam Allah waɗi haaji ko haajanno ko eɗen duwano khalifa o Ceerno Amadou Tidiane Ba e sernaɓe men e bandiraɓe men mboɗo andina tan laamu ngu liggima te ma ɓeydu liggey mum haalde hen e joguiɓe dental ngal mbere ƴeewen noon liggorte ha ko wayni wasa hewde ɗum noon oɗo saaha ko koɗo mawɗo joguimi ɗo woni président mo Portugal kankone o addi duwaw leydi makko mboɗo duwano yaaɓeɓe yo Allah yurmoɓe yaafo mboɗo duwano dental ngal foof allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam merci. Prière donc pour terminer cette conférence de presse que le président de la République a tenue de façon conjointe avec son homologue portugais, le président de Sousa. C'était pour revenir en dernier point sur l'incendie au niveau de Medina Gounass et présenter ses condoléances et celles de la nation. Suite à cet incendie qui a eu lieu sur le site sur place, sur ce lieu de retraite. Le président de la République, Pape Biram, a présenté ses condoléances suite à cet incendie qui a fait une dizaine de morts et condoléances à la famille religieuse sur place, au khalife, mais aussi à la communauté de ce Dakar. Mais il y avait également d'autres points qui concernent cette fois la coopération bilatérale que les deux chefs d'État comptent intensifier. Oui, faire plus et mieux, c'est le maître mot justement de cette conférence de presse. Ce qu'il faut retenir à l'issue de cet exercice face à la presse nationale et internationale, c'est que les deux chefs d'État ont pris l'engagement d'intensifier la coopération économique, accroître le volume des investissements entre le Sénégal et le Portugal. Les deux secteurs privés également du deux pays sont invités à explorer les projets du plan Sénégal émergent. C'est également important pour les deux chefs d'État de tisser ces liens de coopération au niveau des programmes d'action, de développement, ça et là, pour justement toucher du doigt les priorités des populations. Les PBP également, les projets, les partenariats publics-privés également seront de la partie pour permettre justement à plusieurs secteurs de s'intensifier. L'autre sujet également évoqué par les deux chefs d'État, c'est au niveau de la proximité linguistique entre le Sénégal et le Portugal. Proximité linguistique, on le sait, 40 000 étudiants sénégalais parlent portugais et cela constitue véritablement un atout pour le Sénégal dans le cadre justement de ce renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Portugal. La proximité linguistique, la proximité culturelle, tout ça fait qu'aujourd'hui les deux pays sont proches et veulent intensifier leur coopération. C'est ça. Donc Ibrahima Diédhiou, vous l'avez vécu en direct avec nous, cette conférence de presse conjointe des deux chefs d'État, dans laquelle conférence de presse ils ont évoqué cette alliance stratégique. C'est bien ce qu'il faut retenir. Ils entendent bâtir une alliance stratégique sur la base évidemment de tout ce qui lie les deux pays en termes de passé, d'histoire et comme Pape Biram vient de le rappeler, c'est une alliance stratégique qui touche pratiquement tous les domaines pour effectivement faire de cette coopération
une coopération exemplaire basée sur le gagnant-gagnant, un partenariat donc que les deux chefs d'État, le président Macky Sall et son homologue de Sousa, vont donc intensifier. Et qui va se diversifier aussi. Absolument. Avec les secteurs de l'énergie, des télécoms, des satellites, de l'agriculture. Voilà. C'est important pour le Sénégal justement de franchir un cap dans le secteur des télécommunications. Le président l'a dit, les satellites, c'est jusqu'ici quelque chose d'assez inaccessible pour les pays africains. Avec l'apport du Portugal, il y a également des pistes de réflexion en termes de coopération à ce niveau-là qui peuvent permettre au Sénégal d'aller de l'avant et d'attaquer le satellite, pourquoi pas. Absolument, oui, il faut oser. Donc il y a une stratégie qui va toucher tous les domaines. Ibrahim Djedjou, c'est donc ce que veulent les deux chefs d'État. Ils l'ont dit devant la presse et vous l'avez vécu avec nous en direct. Merci, on vous rend l'antenne pour la suite de votre journal. Merci Pabira Mbigagna et Oumar Nying, les chefs d'État portugais et sénégalais qui tenaient donc un point de presse. Ils ont également évoqué la situation en Guinée-Bissau et les futures élections législatives. Nous retournons au parc zoologique de Hann pour parler du tourisme durable, à quoi renvoie justement cette notion différente du tourisme de masse. L'activité prend en charge des impacts sociaux et environnementaux actuels et futurs. Et à Dakar, il y a un lieu qui symbolise tout cela. Khadi Kamara. Le parc zoologique de Hann est un exemple type de tourisme durable. Il y a de la faune avec une variété d'animaux, de la flore avec plusieurs catégories végétales, mais aussi les touristes qui viennent visiter ainsi que les populations qui en tirent profit autour d'activités comme le petit commerce ou la restauration. Quand on parle de tourisme durable, ça se fait effectivement dans les aires protégées comme on les appelle. Et le pourquoi de la création de ces aires, il y a deux concepts fondamentaux. Un, c'est le développement des activités touristiques. Et le deuxième aspect important, c'est la conservation de la biodiversité. Ça nous permet quand même de concevoir, dans le cadre du développement du tourisme durable, les emplois verts dans le parc. Pour autant, le tourisme durable s'étend à plusieurs autres localités du pays. C'est le cas à l'est avec le parc de Nyokolokoba ou au delta du Saloum. Pendant longtemps, on s'est appesanti sur le tourisme balnéaire, mais je pense que les parcs et les réserves, la faune et la flore participent efficacement à cette diversification touristique. Parfois, nous, dans les parcs, on allie culture et nature d'ailleurs. Vous allez au Nyokolokoba, les gens, à partir de maintenant, visitent le parc et en même temps visitent le pays Bassari au plan culturel. En fait, le tourisme durable est caractérisé par plusieurs aspects: social, économique et surtout environnemental. Comme le tourisme est une activité qui se développe dans un espace donné, il utilise les ressources, disons le patrimoine, que ce soit le patrimoine physique, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel. Donc l'ensemble des ressources qui doivent contribuer à la satisfaction des besoins du visiteur. Donc pour que cela puisse se faire, il faudrait arriver à l'exploiter de façon rationnelle, de façon à satisfaire les visiteurs actuels, mais aussi qu'à très long terme, on puisse véritablement assurer le développement du tourisme. Pour comprendre l'importance du tourisme durable, nous sommes allés dans un hôtel de Dakar. Ici, pour favoriser l'efficacité énergétique, est appliqué le concept Planète 21 qui vise à économiser l'eau et l'électricité. Dans le nouveau référentiel, il y a plusieurs normes qui tiennent compte de ce développement durable. C'est pour amener un peu ces hôteliers à tenir compte de tout ça, pour améliorer la qualité des infrastructures et des services. Et qui dit service, dit être humain, dit donc un back-office ou bien un front-office. En adoptant le tourisme durable, le Sénégal s'inscrit dans une logique de diversification. Aujourd'hui, l'offre ne doit plus se limiter au balnéaire, à la découverte ou à la culture. Et que dire des musées qui sont un lieu de préservation du patrimoine culturel et historique du Sénégal? Ils sont plus fréquentés par les touristes que par nos compatriotes. Constat de notre reporter Fatimata Banelba. Vêtements et mode au Sénégal, sujet choisi par ce groupe d'élèves allemands et sénégalais. Et pour cerner le thème, quoi de mieux qu'un tour au musée de la femme Henriette Bathily? Les Allemands qui sont là, à chaque fois qu'ils viennent, nous avons un thème. Et le thème, c'est sur l'habillement, la mode.
Donc c'est ce qui nous a poussé à venir visiter le musée. On a choisi ce sujet à cause des vêtements, des tissus, des waxes très jolis ici au Sénégal. Et la mode est très importante au Sénégal et aussi en Allemagne. Et c'est pour ça. Lieu de rencontre et d'échanges culturels, le musée est avant tout un gardien de l'histoire. Il éduque. Malheureusement, les Sénégalais ne le visitent pas souvent. Je viens, mais pas très souvent aussi. Parfois, c'est le temps qui m'en empêche. Et c'est très intéressant de visiter des musées, vu que ça nous permet de nous instruire. Le Sénégalais n'a pas cette culture parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Mais moi, je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, ça nous permet d'être en contact permanent avec notre culture. Par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Il n'y a pas de statistiques réelles sur la fréquentation des musées. Les visites varient selon les événements, disent les gérants. Parce qu'à Gorée, nous étions plus visités par les élèves qui étaient venus avec leurs enseignants que par des adultes. Ici, à la place de Souvenir, nous recevons plus de visiteurs adultes, soit des groupes de femmes ou bien des personnes adultes simples qui viennent visiter le musée. Mais nous recevons plus les touristes, les autres pays étrangers. Pour le public sénégalais, la fréquentation n'est pas assidue, sauf si on est obligé d'aller au musée, c'est-à-dire le public scolaire. Parfois, selon les saisons, nous pouvons avoir plus d'une trentaine de visiteurs par jour, parfois une centaine. Il y a des jours où on a pratiquement une dizaine de visiteurs toute la journée. Certains misent sur le partenariat et la communication pour amener le public à fréquenter les musées. C'est le cas à Boribana, aujourd'hui en phase de réhabilitation par l'État. Nous, dans notre plan d'action, c'est promouvoir le musée, faire que le musée soit fréquenté par les communautés, les écoles, les universités et aussi les artistes. Donc c'est dans les stratégies et les mécanismes à mettre en œuvre dans le plan de communication qui vous aident à valoriser le musée. Nous faisons des projections de films, nous faisons des ateliers avec des enfants les mercredis et les after-work les vendredis. La particularité du musée Boribana, on a un restaurant et ce restaurant est fréquenté. D'autres élaborent des stratégies de mise en relation. On ne se limite pas seulement à travailler l'espace du musée, donc l'espace des collections. On mise également sur le jardin botanique. Nous avons initié un workshop qui consiste à collaborer avec des établissements scolaires, universitaires, design, architecture, pour voir comment ces objets peuvent être montrés dans leur environnement et avec quel procédé. L'une des originalités des musées au Sénégal, c'est ce bus. Les forces armées l'appellent musée au bus. Sa mission, faire le tour des établissements scolaires pour informer sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Comme quoi, toutes les stratégies sont bonnes pour que les Sénégalais s'habituent au musée. Reportage dans le cadre de la série consacrée au tourisme au Sénégal demain. Atteindre l'autosuffisance en lait ou tout au moins réaliser 80% des objectifs à l'horizon 2035, c'est l'objectif de l'État dans le sous-secteur laitier, selon le ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Aminata Mengueniaï est l'invité de l'émission Le Point. Elle revient ce soir sur cette opération d'envergure de commande de 1077 plutôt génisses gestantes pour booster la production laitière. La voici sur les perspectives qui s'attachent à un tel projet. L'objectif premier de ce projet, c'est que dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous avons 4 grands projets, parmi lesquels le Prat de lait, le projet de développement de la filière laitière. Et dans le cadre de ce projet, nous voulons augmenter notre production laitière. Parce que vous l'avez dit, au Sénégal, on importe à peu près jusqu'à entre 60 et 65 milliards donc, de lait par an. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de nous organiser pour voir comment résorber le gap qu'il y a, parce que seulement la moitié de la production est importée. L'autre moitié, c'est produit par le système extensif, mais également par les producteurs intensifs de lait qui sont dans l'intensification. Et ce qu'il faut aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui fait,
c'est d'avoir 3 stratégies. La première stratégie, c'est d'améliorer notre production locale à travers les races locales que nous avons, à travers l'insémination artificielle, et également appuyer donc cette production par l'importation de génisses gestantes en général. Il y a 3 ans, nous avions une commande de 239 à peu près têtes qui nous venaient du Brésil. Ensuite, nous avions des commandes de 69, 80 têtes au maximum. On s'est dit que si nous continuons de cette façon, alors que nous avons des objectifs qu'on nous a fixés dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous ne pourrons pas émerger, en tout cas dans le domaine du lait, d'ici à 2035. Il faut arriver à l'autosuffisance à cette échéance-là. Il faut arriver à l'autosuffisance ou en tout cas arriver à 80%. Pour satisfaire la production locale à 80%, la consommation locale à 80%. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait trouver de nouvelles stratégies. Et on avait également trouvé qu'avec l'achat de avec l'importation de petites quantités, ça revenait très cher. À peu près à 3 millions l'unité, la tête. Et le président nous conseillait toujours de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller plus loin et peut-être même pour porter ces importations à l'échelle, importer beaucoup plus pour faire voir grand, faire des économies d'échelle et nous en sortir. Le point avec le ministre de l'Élevage et des Productions animales à suivre après ce journal. Ce communiqué du gouvernement en violent incendie survenu ce jour 12 avril 2017 au Dakar de Medina Gounass, 76e édition, a occasionné des pertes en vie humaine dont le bilan provisoire fait état d'une vingtaine environ. Le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement s'inclinent devant la mémoire des victimes et présentent leurs condoléances émues au calife de Medina Gounass, à leurs familles et au peuple sénégalais. Afin d'évaluer de façon exhaustive ce sinistre, Monsieur le Président de la République a décidé d'envoyer sur les lieux dès demain, 13 avril 2017, une délégation gouvernementale qui sera conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le gouvernement invite les pèlerins et toutes les populations des localités concernées à la sérénité et s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires face à cette situation. Fait à Dakar ce 12 avril, signé le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye. Réunion préparatoire de la quinzaine nationale de la femme, une thématique axée sur le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes. En prélude de l'événement prévu du 2 au 21 mai, les acteurs se sont réunis pour échanger sur le programme des activités. Philomène Constance Diagne. À cette rencontre préparatoire étaient présentes toutes les parties prenantes de l'organisation de la quinzaine de la femme. À l'ordre du jour, le compte rendu des activités prévues autour du thème qui touche à l'acte 3 du PSE concernant l'autonomisation de la femme. Je pense que le thème ne peut être plus cohérent pour un choix envers la quinzaine de la femme pour l'édition 2017. C'est un levier pour l'autonomisation. Parce que si je prends les autres axes même, il y a toujours des recoupements. La femme est au centre et au cœur de tout. Je peux prendre secteur par secteur, programme par programme, et vous ne pouvez pas trouver un de ces programmes ou ces secteurs-là où la femme ne joue pas un rôle central dans ce processus-là. Pour l'édition 2017, un dispositif organisationnel avec une approche participative et décentralisée sera mis en place. Il permettra de mieux évaluer les progrès enregistrés ces dernières années, aussi d'identifier les difficultés qui se posent à l'atteinte des objectifs au niveau national. Les difficultés sont de nature diverse, mais je pense qu'il faut déjà parler des acquis. Si on prend 5 années avant, je pense que les difficultés étaient beaucoup plus importantes par rapport à la vie des femmes dans le cadre de la promotion de leurs droits, mais aussi par rapport au processus de développement économique, parce que beaucoup de mécanismes n'étaient pas à disposition concernant les femmes. Au terme de la quinzaine prévue du 2 au 21 mai, une réunion d'évaluation sera tenue en vue de produire un rapport national. Il sera soumis aux autorités étatiques. L'actualité dans la sous-région est marquée par une épidémie de méningite qui prévaut justement dans plusieurs pays et c'est ce qui pousse la Madame, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres.
Le Portugais est en visite d'État de 2 jours au Sénégal. Le président de Sousa a été accueilli par son homologue sénégalais Macky Sall, avec qui il a eu en tête-à-tête. Marcelo Nuno Duarte Rebelo a été fait docteur honoris causa de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous parlerons des aspects de la coopération qui s'intensifie entre les deux pays. Et puis le président Macky Sall en convergence de vues avec le khalife général des Tidianes sur plusieurs questions d'intérêt national. Abdelaziz Sy Al Amine et le chef de l'État ont entre autres évoqué le dialogue politique, la paix et la concorde au Sénégal. Encore des abris qui partent en flammes. Le site du Dakar de Médina Gounass a été la proie d'un incendie d'une rare violence. Désastre sur les lieux qui abritent l'événement religieux. Le point avec notre reporter Mamadou Samamboa. Tourisme durable, tourisme de masse, faites la différence. Ce soir, dans la série consacrée à ce secteur, nous revisitons ce concept qui prend en compte les questions économiques et environnementales. Incursion également dans les musées de Dakar. Une épidémie de méningite sévit dans la sous-région. La maladie est complexe et peut laisser plusieurs séquelles, dont la surdité. Ce soir, dans la rubrique santé, zoom sur une maladie infectieuse grave. Bonsoir à tous. Le président portugais est arrivé à Dakar en début d'après-midi pour une visite de 48 heures. Le président Marcelo de Sousa a été accueilli par le président Macky Sall. Après les honneurs militaires, les deux chefs d'État ont eu en tête-à-tête au salon d'honneur. Un point de presse est prévu ce soir au Palais de la République. Aboubakri Kane. C'est aux environs de 13 h que le président de la République est arrivé à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Moins d'un quart d'heure plus tard, l'avion spécial du président portugais avait fini de s'immobiliser sur le tarmac de Dakar. Au bas du jet privé, le président Macky Sall venu accueillir son homologue Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Place ensuite aux honneurs. Les deux chefs d'État de passer par la suite en revue les détachements qui ont assuré les honneurs militaires. Commandant Sidi Touré, commandant le détachement commandant les honneurs, à vos autres, Monsieur le Président. Sur place, les officiels ont également fait le déplacement pour saluer le président de Sousa. Président d'institutions, membres de gouvernement et autres personnalités du Sénégal et du Portugal étaient à l'accueil. Après cette présentation, les présidents Macky Sall et Marcelo de Sousa ont regagné le salon d'honneur pour un tête-à-tête. Un bref arrêt, après lequel le président de Sousa a quitté le pavillon présidentiel, direction un hôtel situé sur la corniche de Dakar. Le Sénégal et le Portugal, deux pays qui revendiquent des liens séculaires et une solide coopération, tant au plan politique, économique et juridique. Les deux pays ont signé beaucoup d'accords dans ces domaines, ce à la suite des différentes commissions mixtes et de la récente visite du président Macky Sall à Lisbonne. Revue de la coopération entre le Sénégal et le Portugal avec Aram Dawa. Une façon de vivre la vie. De la vivre en dialogue, en ouverture. Pourquoi est-ce que le secrétaire général des Nations Unies est un Portugais, M. António Guterres? Pourquoi? C'est un symbole de cette ouverture, de cette compréhension. Et qui est-ce qui a soutenu sa candidature depuis le premier moment? L'Afrique. Les États membres des Nations Unies appartenant au continent africain. Et quand je parle de cet appel universel, je parle de ce monde. On a besoin de cette nouvelle éthique. Une nouvelle éthique dans la vie politique, dans l'action des pouvoirs publics, dans l'activité des entreprises, dans la structuration des sociétés contemporaines,
dans le respect des droits sociaux. Un discours rythmé entre tradition et modernité, un paradigme d'actualité dans lequel l'homme d'État ne devra jamais trahir l'humaniste, un appel à l'universel. Une nouvelle éthique qui protège ce lien ombilical de tradition et de modernité, car le titre de docteur honoris causa ne signifie pas un passé, mais aussi un air nouveau, une ambition nouvelle, incarnée ici par deux pays, le Sénégal et le Portugal. Direction le palais de la République pour retrouver Oumar Nying et Pape Birame Ndiaye. Les deux chefs d'État portugais et sénégalais doivent tenir un point de presse. Bonsoir Pape Birame, bonsoir Oumar Nying. Pape Birame. Et bonsoir Ibrahima Djedjou. Ce sera dans quelques instants le point de presse que vont tenir le président Macky Sall et le professeur Marcelo Rebelo de Sousa. À l'instant, les deux chefs d'État sont en train de s'entretenir plutôt avec leurs délégations respectives. Auparavant, ils ont eu un tête-à-tête, un entretien dans lequel ils ont évoqué évidemment, Pape Birame, les relations entre les deux pays. Donc, tout à l'heure, ils vont communiquer sur cet axe de coopération qu'ils vont renforcer. Certainement, Oumar Nying, dans quelques instants, les deux chefs d'État qui sont pour le moment en tête-à-tête avec les membres des deux délégations élargies vont s'adresser à la presse nationale et internationale pour justement camper les nouvelles bases d'une coopération économique et politique entre le Sénégal et le Portugal. Le président de Sousa est arrivé ici à 13h et il est passé par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un passage qui est devenu aujourd'hui incontournable pour les grands hommes d'État, les chefs d'État en visite officielle ici au Sénégal. Alors, à l'issue de cette conférence de presse, il y aura un banquet officiel offert par le président Macky Sall en l'honneur de son homologue, son hôte du jour, le président Sousa du Portugal. Vous avez fini de parler de la coopération économique parce qu'on le sait, entre le Sénégal et le Portugal, ce sont des liens de coopération, de partenariat très denses qui seront redynamisés à l'issue de la visite d'État du président de Sousa ici à Dakar. On parle des entreprises privées qui vont jouer un rôle important dans cette coopération avec des investissements qui vont s'accroître dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des BTP, dans le domaine du bâtiment et des industries également. Tout cela fait qu'aujourd'hui, le Sénégal et le Portugal ont... Nous avons félicité le président pour son leadership économique en Afrique et pour ses efforts d'amélioration de la gouvernance économique. Nous avons discuté des progrès réels que le Sénégal a réalisés. Aujourd'hui, le Sénégal est parmi le petit peloton de pays africains qui sont toujours en train d'enregistrer une bonne performance économique. Et nous avons discuté des mesures et des réformes qu'il faudrait prendre pour s'assurer que le Sénégal puisse continuer à être un des leaders en Afrique. Le chemin a bien commencé, mais c'est un très long voyage. On est au premier pas. Évidemment, tout voyage doit commencer par les premiers pas. Les premiers pas ont été bien pris, mais c'est un long chemin. Comme vous savez, c'est un projet sur 20 ans. Alors, il faut continuer sur la bonne voie, continuer à améliorer la gouvernance économique, continuer à améliorer la gestion économique. Et je pense que le Sénégal y arrivera. Et puis le FMI salue le programme de bourse familiale initié par le gouvernement sénégalais pour la mission des FMI qui séjourne à Dakar. Les bourses de sécurité familiale sont un excellent moyen de soutenir la population. La mission du FMI a formulé des recommandations pour créer plus d'emplois dans le privé et mieux rationaliser les dépenses. Abibou Mbaye. Quand la porte du FMI s'ouvre pour le Sénégal, les bonnes notes sont distribuées sur la gestion économique et une croissance maîtrisée. La mission du FMI a passé en revue les performances du Sénégal. Le Sénégal a une santé économique excellente. Le Sénégal est parmi un petit peloton de pays africains qui, en dépit des problèmes qui secouent le continent, a atteint une bonne croissance, mais au-delà de la croissance, le budget
se comporte bien. Les réformes des dernières années apportent des résultats. Plus de dépenses sur l'éducation, plus de dépenses sur la santé. Il y a des bons résultats sur lesquels construire. Pour le FMI, la croissance du Sénégal, au-dessus de 6% en 2 années consécutives, est tirée par l'investissement public. Il faut que le privé prenne le relais en créant plus d'emplois. Les bourses familiales sont un excellent moyen de soutenir ceux qui ont un besoin pendant une période de transition. Mais la solution à long terme, c'est comment créer des emplois rémunérateurs, surtout pour les jeunes. Et c'est sur ça que maintenant il faudrait qu'on mette de l'attention. Les efforts du gouvernement dans les dernières années ont amélioré la gouvernance économique, ont amélioré la gestion de l'économie. Maintenant, c'est une question pour s'assurer que la croissance qui commence est durable et partagée. C'est une question maintenant de voir comment créer l'espace pour que des PME puissent non seulement émerger, mais avoir une croissance afin de créer les emplois qui vont justement permettre aux gens de pêcher au lieu d'avoir des poissons. Si le programme des bourses familiales a séduit le FMI, l'institution n'a pas manqué de formuler des recommandations. Et on sent aussi un certain nombre de progrès dans les réformes structurelles, que ce soit dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine des finances publiques, où il y a quand même une amélioration de la transparence des données. Il faudrait les suivre, il faudrait s'assurer que les ressources de l'État sont de mieux en mieux utilisées pour pouvoir avoir le maximum d'efficacité sur la croissance économique. Une croissance économique considérée par le FMI comme un ticket pour ce long voyage vers l'émergence qui n'est qu'à ses débuts. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances au ministre Thierno Alassane Sall suite au rappel à Dieu de son père, un acte fortement salué par la famille qui s'est dit touchée par cette marque de considération. Pabiram Beguenyaï. Après avoir quitté Tivaouane dans la soirée, sur le chemin du retour, le chef de l'État s'est arrêté à Thiès pour présenter. Entre le Portugal lusophone et le Sénégal francophone, même pas une barrière de langue. Le Sénégal siège depuis 2008 à la communauté des pays de langue portugaise. Un poste d'observateur signe que les deux pays en contact depuis le XVe siècle veulent renforcer leur coopération. Cette coopération est marquée au plan politique par une convergence de vues entre les deux États sur les dossiers internationaux. Au plan économique, beaucoup d'accords. Les entreprises portugaises sont présentes dans les secteurs de la réparation navale et des BTP au Sénégal. Le port de Dakar, le premier tronçon de l'autoroute à péage, l'axe Kaolack-Tambacounda, la piste principale de l'aéroport de Diass portent entre autres des empreintes portugaises. Entre les deux pays aussi, ça importe et exporte des produits halieutiques du Sénégal vers le Portugal, des matériaux de construction et produits industriels du Portugal vers le Sénégal. Lisbonne-Dakar, l'axe est aussi fort de nombreux accords sur l'éducation, la culture, l'enseignement supérieur, les sports, la communication, une coopération dans un cadre juridique également densifié. Les deux pays ont supprimé le visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Ils se sont promis la protection réciproque des investissements. Le président Macky Sall, en visite au Portugal en 2015, scellait également une coopération en matière de gestion des transports et du développement des infrastructures. Les chantiers de coopération entre les deux pays sont vastes. Cette visite du président de Sousa au Sénégal est une autre opportunité de les explorer. La République du Portugal a été fait cet après-midi, docteur honoris causa, par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Marcelo Nuno Duarte de Sousa a remercié l'Assemblée de l'Université pour ce grade de plus au niveau des universités. À l'occasion de la présentation de son texte, le professeur président a axé son discours sur l'Afrique et le Portugal. Cher Mamagaya. Un professeur des universités ne quitte jamais le monde universitaire. Le président de la République du Portugal est ainsi élevé au grade de docteur honoris causa. En occupant la fonction suprême dans son pays, le professeur président reçoit ici la distinction suprême de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici à la salle des cérémonies de l'UCAD 2.
Le président portugais, agrégé en droit en 1989 à l'université de Lisbonne, a fait un brillant parcours universitaire. À cette occasion, l'ombre du poète président Léopold Sédar Senghor a plané sur la cérémonie. Le président Léopold Sédar Senghor, qui était élevé même au grade du même titre par l'université de Coimbra au Portugal en 1976. Le recteur de l'UCAD, Ibrahima Thioub, historien de surcroît, est revenu sur la lusitanité de la négritude senghorienne. Les patronymes da Silva, Correa, Senghor, Mendy et Gomis résonnent naturellement de leur lusitanité non équivoque. Les vocables sangria, Chiave, Caldeira ont donné dans la quasi-totalité des langues de la Sénégambie les mots Sangara, Kiadi et Kaudi. La langue portugaise comporte certainement autant d'emprunts des langues sénégambiennes. En effet, la lusitanité de la négritude était le titre du discours de Senghor à Coimbra en 1976 au Portugal. En 2017, le président Duarte de Souza a axé son discours sur l'Afrique et l'Europe, un appel à l'humanisme universel. C'est de beaux jours devant eux. C'est ça, donc les deux pays, Ibrahima Diédhiou, vont prendre appui sur les relations historiques pour relancer et intensifier leur coopération et ouvrir une nouvelle ère de coopération ou de partenariat gagnant-gagnant. C'est en tout cas l'objectif de cette visite d'État que le président portugais effectue chez nous depuis ce matin. Donc tout à l'heure, vous aurez les temps forts de ce point de presse et puis à l'instant, retenez que les deux chefs d'État sont en train de s'entretenir en compagnie de leurs délégations respectives. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour évidemment vivre ensemble les temps forts de ce point de presse. À suivre donc, merci. De courtoisie du chef de l'État au khalife général des Tidjanes, le président Macky Sall s'est rendu à la cité religieuse de Tivaouane pour rendre hommage à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et lui témoigner tout son soutien dans sa nouvelle mission en tant que khalife général des Tidjanes. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine s'est dit honoré par cette marque d'estime par Biram Bigueñaï. C'est la première visite de courtoisie du chef de l'État au tout nouveau khalife général des Tidjanes. Dans la ville sainte de Tivaouane, le président de la République Macky Sall est accueilli par la grande famille Sy, honoré de le recevoir à la résidence du khalife. Après avoir hérité du khalifa suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine reçoit le président Macky Sall dans ses appartements privés pour un premier tête-à-tête dans ses habits de khalife général des Tidjanes. À travers ce geste, le chef de l'État rend hommage à cet homme de Dieu multidimensionnel, véritable régulateur social. Le président Macky Sall a saisi cette occasion pour réaffirmer son soutien à la communauté tidjane. Il est venu solliciter les prières et conseils du khalife tout en réitérant son ouverture au dialogue pour préserver la paix et la concorde au Sénégal. Le président de la République a salué la posture de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui a lancé un appel à la paix et à la sérénité en invitant la classe politique à apaiser le climat social. Après avoir salué la démarche du chef de l'État, le khalife général des Tidjanes s'est dit honoré et très heureux de cet acte de haute portée symbolique. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine estime qu'il s'agit là d'une grande marque de considération à l'endroit de la famille de Seydi Hadj Malick Sy. Il a exprimé toute sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui a témoigné tout son soutien à la communauté tidjane lors des obsèques de feu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. La présence du président Macky Sall aux côtés de la famille Sy pendant le deuil a été fortement saluée. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a ensuite réitéré son engagement à toujours soutenir le président Macky Sall dans sa politique de développement et adhère à sa vision d'un Sénégal de paix et prospère. Après ce premier tête-à-tête, les deux hommes se sont entretenus à huis clos pour approfondir les échanges concernant la marche du pays, dont le seul but de préserver la paix au Sénégal, gage d'un pays
résolument tournée vers l'émergence. Dans la foulée, le FMI salue les bonnes performances économiques du Sénégal et confirme la percée de notre pays dans le peloton de tête des économies africaines en pleine croissance. Le représentant du département Afrique du Fonds monétaire international s'est entretenu hier avec le chef de l'État dans l'optique de poursuivre le niveau d'évolution de la croissance. Ali Mansour répond aux questions de Pabira.